monde, aujourd'hui me voici de nouveau avec Eva Alouche. Tu es formatrice en égalité. Aujourd'hui on va parler du violentomètre, mais qu'est-ce que c'est Eva? Eh bien c'est ce petit objet que j'ai dans les mains, c'est un baromètre en fait, qui a été construit pour montrer le degré de violence dans les rapports dans le couple. Si tu me permets, je vais le montrer de ce côté-là, comme ça vous voyez en vert. C'est ok, en jaune ça commence à puer, hein, on a un petit peu d'alerte, et en rouge rien ne va plus. Ouais. Et c'est un peu ça, c'est un moyen en fait de repérer dans son couple les situations problématiques et où il faut commencer à poser ses limites et donc à poser quelque chose dans son couple, parce que souvent dans les rapports de couple, il y a un des deux qui va aller titiller les limites de l'autre et de les dépasser, voire aller dans le volet des violences. Et c'est un bon moyen en tout cas de savoir ce qu'on vit, d'avoir une petite idée de repérer, là c'est dans la zone à vigilance, donc j'y suis. Qu'est-ce que je peux mettre en place pour re-questionner ce rapport-là dans mon couple, avoir du soutien potentiellement, surtout si dans cet espace-là, je suis un peu isolée ou je repère que ce qui est posé, on est dans de l'ordre du contrôle. D'accord. Donc c'est déjà des alertes. Okay. Parce que dans les violences conjugales notamment, c'est un peu le déroulé des violences. On est sur une suite très logique. Exactement. Tout va bien. Après, on a une réflexion sur la tenue. Après, on nous interdit la tenue. Après, on peut prendre un coup parce qu'on a la tenue. Et après, on peut te séquestrer à la maison. Enfin, voilà, c'est crescendo. Voilà, c'est pas du jour au lendemain. Vous n'avez plus le droit à rien faire. Mais d'avoir ça en tête permet de savoir que s'instaure d'ores et déjà dans la relation un décalage de relation. La domination de l'un va prendre le pas. Et là, ça va commencer à être un peu la souffrance, la déperdition et l'inégalité que vous subissez, mais qui va se passer par peut-être de la violence physique, verbale, psychique. Voilà, il n'y a pas que les violences physiques qui sont dangereuses. Être dénigré, humilié, rabaissé, mésestimé, c'est aussi un gros problème. Le chantage, la manipulation, le chantage affectif au suicide, tout ça c'est problématique. Et c'est bien qu'on en parle parce que je travaille avec beaucoup de jeunes et des fois elles pensent que c'est une preuve d'amour que d'être contrôlée. Ah mais moi il veut pas qu'on voit mes fesses, donc je suis obligée de mettre un gilet long. Moi je sais pas à quel moment c'est une preuve d'amour, mais comme on a endoctriné aussi les femmes à faire plaisir aux messieurs et que la possessivité était de l'amour, ça n'en est pas, c'est de la possessivité, de la domination, ça n'a rien à voir. Comme on possède un objet, quoi, on veut le contrôler. Donc il y a tout un travail de fond à faire. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu voudrais rajouter? Oui, l'idée en fait, c'est un moyen de repérer déjà des choses que peut-être on banaliserait soi-même. Ça, c'est sur un élément en tout cas qui parle de violence, donc on peut se dire ça moi je l'avais pas repéré comme de la violence. Après ce qui est intéressant de se poser comme question, c'est est-ce que moi j'ai aussi ces pratiques-là dans mon couple avec mon conjoint, ma conjointe. Et donc c'est intéressant de se dire pourquoi est-ce que moi je l'accepterais si moi je le produis pas sur l'autre. Exactement. Ça a aussi du sens d'aller se re-questionner, bien sûr. Ou en tout cas de questionner. Est-ce que mon couple, il est vraiment dans un rapport égalitaire où je peux exposer mon opinion, avoir aussi préserver mon intimité si on s'autorise à fouiller dans mon téléphone? Est-ce que pour moi, j'accepte cette situation-là? Est-ce que je m'autorise à la faire à mon tour sur ma partenaire, pardon? C'est déjà des questions importantes à se poser. Après, si pour moi c'est correct, c'est possible et que en plus on est dans une relation où en fait chacun des deux on partage des éléments privés de notre téléphone, de nos connaissances, etc. C'est libre à chacun, il y a chacune. Exactement, c'est pas un problème. Le moment où ça devient un problème parce qu'il n'y a que l'un des deux qui produit cette violence sur l'autre, c'est là que c'est questionnant et c'est aussi autorisé à des degrés. C'est ça en fait. C'est qu'on se rend pas compte, c'est que par exemple on se dit moi je fouille dans son téléphone, il fouille dans le mien, c'est ok. Mais on pourrait se dire aussi que cette chose qui est ok dans le couple va peut-être à un moment donné permettre d'autres choses et donc de fragiliser encore plus le couple vers une déperdition qui peut ramener de la violence physique, psychique, verbale et ça c'est moins ok. Donc je vous invite à réfléchir, en effet se questionner sur les sujets avec des professionnels, avec des amis aussi qui diront non mais c'est complètement dingue, il n'y a pas dans ton téléphone, mais où est notre liberté, voilà, enfin c'est questionnant. En tout cas, ça amène à la réflexion et c'est une très bonne chose. Et pareil, par exemple, on disait si c'est ok des deux côtés, mais si c'est ok des deux côtés de se donner des coups,
votre relation est toxique. Donc il faut aussi se poser des questions en dehors de cette soi-disant équilibre. Il y a des choses où voilà, hein, c'est plus que dangereux. Oui, et puis surtout, potentiellement, si la relation entraîne de l'isolement pour l'un des deux. Ah oui, c'est aussi ça l'élément important. Tout ne se passe pas uniquement au sein du couple. On a plein d'autres relations qui vont nous soutenir justement si on se retrouve dans des situations compliquées, qui sont peut-être pas encore de l'ordre de la violence grave, mais qui peuvent être tendre vers ça. Et c'est important de consolider son entourage pour avoir des ressources, justement. Et pour pouvoir, justement, re-questionner son couple, avoir l'espace de le faire et avoir du soutien autour de soi. Moi, je conseillerais quand même de s'attarder sur le point vigilance, parce que c'est là aussi que les amis peuvent intervenir. En amont, lors d'un repas, il se passe quelque chose où il y a une réflexion, justement, qui met la puce à l'oreille en disant « Oups, qu'est-ce qui se passe là ?» C'est aussi l'occasion de montrer que là, il y a un problème. Oui, publiquement un petit peu. Voilà, c'est pas une histoire de couple, c'est une histoire de conscience collective. Je suis complètement d'accord avec toi parce que ça vient ne plus isoler la victime de dire et puis pas en tant que sauveur ou sauveuse une fois de plus, c'est de dire là j'entends quelque chose qui me fait péter les tympans, j'ai pas envie d'être solidaire de ce bourreau ou de cette personne qui tente de faire des choses que je désapprouve complètement. On va juste mettre des mots dessus, on va péter la gueule à personne, on vient juste dire moi je suis pas d'accord avec ça, ou je suis pas d'accord avec ton geste, ça me dérange que tu fasses ça devant moi, je ne comprends pas ce que tu fais. Donc ça c'est important de se positionner aussi et ça peut mettre un élan de solidarité aussi. Et ça peut changer la donne en tout cas et la dynamique et faire en sorte potentiellement que la victime soit déculpabilisée. Exactement. Ah, je suis pas la seule à avoir remarqué que moi je pensais que peut-être j'étais responsable de ce qui s'est produit. En fin de compte, non, puisqu'il y a quelqu'un qui a réagi à la situation et qui a montré et qui a mis des mots sur là ce que tu viens de dire ou ce que tu viens de faire, c'est discriminant, c'est violent, c'est... et je ne l'accepte pas. Il y a aussi se positionner en disant que ce n'est pas acceptable. Mais pour voir plusieurs situations comme ça, j'observe que les gens se figent, moi y compris. Des fois, il se passe des choses et en fait, on est tellement halluciné de ce qui se passe que personne n'ose mettre les pieds dans le plat parce qu'on est tous sidérés. Il y a une sidération de groupe et l'autre a fait comme si s'était rien passé. Alors, je fais toujours l'effort d'aller revoir, de ne pas rester sur rien, mais des fois, on est co-victime aussi de ce qui se passe et on est figé. Donc ça, c'est aussi ok d'accepter que on est aussi soumis aux violences des autres par ricochet et que tant que la personne n'est pas morte, moi je me dis je peux toujours avoir cette discussion avec elle. Donc voilà, c'est pas parce que l'instant est passé qu'on ne peut plus avoir la discussion importante. Des fois même ça aide parce que ça diffère et on peut la penser sous le coup de l'humour, en tout cas en y entrant parce qu'on peut pas toujours rigoler de tout, mais en tout cas on peut en rediscuter, c'est hyper important. Oui, et puis potentiellement, voilà, on n'a pas réagi, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas réagir après et être plusieurs à le faire. Exactement. Après, ce qui peut avoir un impact, c'est si on ne veut pas être considéré comme complice, à un moment, c'est agir. Si on n'est pas auteur de violence soi-même, mais qu'on ne réagit pas à des violences subies par quelqu'un d'autre, surtout si on est du genre masculin et que c'est le genre masculin qui agit sur les violences majoritairement, on est complice en ne faisant rien. Donc moi je pense que ça peut poser la problématique sous cet angle-là, peut-être faire réagir des personnes qui ne le feraient pas sans se questionner là-dessus à minima. On n'est pas antisexiste ou antiraciste en ne faisant rien. Exactement. On doit agir dans contre les discriminations, sinon de fait on devient complice. Je te laisse donc finir avec cette magnifique phrase que tu as formulée, qui est très importante, qui n'est pas évidente à intégrer aussi, parce que on sort de la norme. La norme c'est se taire, c'est faire comme tout le monde, c'est ne pas agir quand il y a quelque chose, on pense toujours que c'est l'autre qui va le faire. Voilà, on vous invite à y réfléchir. Merci beaucoup Eva pour cette lumière une fois de plus. Merci à vous de nous avoir écoutés. On vous dit à bientôt.